Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce pré-enregistré réalisé le 11 février 2016. Retour en France pour cette émission avec un nouveau livre, L'indifférence à la haine, racisme et antisémitisme. Il est coédité par le CRIF et Berg International Éditeur et nous recevons son auteur. Bonjour Marc Nobel. Bonjour. Alors Marc, pour rappel, nous nous connaissons depuis longtemps, on travaille un peu ensemble sur ces sujets. Tu es historien de formation, spécialiste de l'antisémitisme, qui a été le fil rouge de toutes tes publications. Tu es actuellement directeur des études au CRIF, et il faut dire aussi que ton expertise est maintenant largement reconnue ailleurs. Alors je ne peux pas citer toutes les institutions avec lesquelles tu travailles, mais disons que tu figures au comité scientifique de la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, et tu rédiges chaque année une étude sur le racisme et l'antisémitisme sur Internet. Cette étude est remise à la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Alors, je t'avais déjà reçu en 2013 pour 2 ouvrages sur ces mêmes thématiques, l'Internet de la haine et Haine et violence antisémite 2000-2013. Et ton dernier livre est une suite logique de ces ouvrages précédents. Il est constitué par la compilation de 40 articles écrits entre mai 2014 et mai 2015. Alors, la majorité d'entre eux ont été publiés sur le Huffington Post, un excellent site d'opinion et de débat, mais tu as écrit aussi souvent dans le blog du CRIF, que j'invite aussi nos auditeurs à visiter, et dans quelques autres médias. Les domaines abordés dans ces articles sont très divers. Ce n'était pas facile de les classer parce que tu les as mis dans un ordre simplement chronologique. Je ne peux pas aborder malheureusement tous les sujets. J'ai fait quelques choix, mais j'ai essayé de recadrer mes questions à la lumière de ton titre. Oui, il y a une indifférence à la haine en France aujourd'hui. Oui, cette indifférence concerne les juifs et c'est insupportable, mais une large partie de l'opinion a aussi une haine vis-à-vis des musulmans. Nous en parlerons aussi. Mais surtout, il y a comme une accoutumance à l'horreur. On va commencer par cela. Marc, tu as écrit un texte très fort le 7 avril 2015. C'était juste après le massacre de 142 étudiants dans l'université de Garissa, au Kenya. Massacre commis par des djihadistes venus de Somalie, et qui s'appellent les Al-Shabaab. Tu as été écœuré par la faiblesse des réactions et tu conclus en écrivant « Alors, personne n'est Kenya ?» Oui, c'est un événement dramatique qui m'a profondément heurté. Lorsque les attentats ont été perpétrés à Paris au mois de janvier 2015 contre Je suis Charlie et contre l'hypercacher, une quarantaine de chefs d'État sont venus à Paris, accompagnés d'importantes délégations. 4 millions de personnes ont manifesté dans les rues. Lorsque l'attentat de l'université de Garissa a eu lieu au Kenya, alors il est vrai, ce n'est pas la France, c'est le Kenya est loin. Ouais. 145 étudiants, pour la plupart chrétiens kenyans, ont été massacrés. Aucun chef d'État ne s'est déplacé à Nairobi. C'est une honte. Et place de la République, lors d'un rassemblement en solidarité au peuple kényan, il n'y avait que 200 à 300 personnes dans la rue. Donc il y a une disproportion énorme par rapport aux réactions. Je donnerai, si vous voulez, 1 ou 2 autres exemples. Que dit-on par rapport aux martyrs que vivent les chrétiens d'Orient ou les Yazidis, massacrés, torturés, réduits en esclavage? Quelle forme de solidarité a-t-on et voit-on dans les rues de France et de Navarre? Moi, je ne la vois pas tellement. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a un autre texte très fort que tu as publié, toujours dans le Huffington Post, c'était 1 semaine après, et il était intitulé « Lorsque les réfugiés crèvent sous nos yeux ». Il évoquait tous ceux qui fuient la guerre, la famine, qui sont partis de Syrie, d'Irak, de Somalie, et tu évoques leur détresse lorsqu'ils s'embarquent dans des petits bateaux qui risquent de périr, noyés comme des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, et tu écris « Comment pourrais-je être insensible, moi dont les grands-parents juifs d'Ukraine et de Pologne ont fui aussi dans les années 1910 les pogroms, l'antisémitisme et la misère ?» Écrirais-tu le même article aujourd'hui, vu ce qui a suivi ? Parce que 1 million de réfugiés sont arrivés en Europe,
on a eu quand même des incidents très graves en Allemagne, comme on le sait, une réaction xénophobe aussi d'une partie de la population, mais surtout, on a eu les terribles attentats du 13 novembre à Paris, et tu sais que des vrais terroristes sont rentrés en se faisant passer pour des réfugiés. Le fil conducteur de ma pensée pour cet article a été le verset du Lévitique 19,34, je le cite. « Tu aimeras l'étranger comme toi-même, car tu as été étranger en terre d'Égypte. » Donc si je devais réécrire cet article, j'écrirais absolument la même chose. J'ajouterais peut-être 2 ou 3 points que je ne pouvais pas prendre en considération à cette époque, au moment où j'avais rédigé cet article. Mais je rappelle ici, quand même, que les principales organisations juives, l'Alliance israélite universelle, le Bnei Brit, les éclaireurs israélites de France, le Kazib Kojassor, le Consistoire, le FSJU, l'œuvre de secours aux enfants, l'UEJF, avec le soutien du CRIF et de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, ont, le 10 septembre 2015, publié un communiqué où elles se disent solidaires des réfugiés accueillis en France. Les organisations juives ont évoqué lors d'une réunion en présence du grand rabbin, ce jour-là, du grand rabbin de France, M. Chaim Corsia, et du président du consistoire central, M. Joël Mergui, la situation dramatique des enfants, des femmes et des hommes qui affluent depuis des mois aux portes de nos frontières. Et je ne pense pas que ces organisations solidaires et ayant signé cet appel soient revenus sur leur signature à cette époque-là. Ni aujourd'hui. C'est une excellente réponse. Moi, je me fais simplement l'écho de ce qu'on lit, malheureusement, tu sais, sur les réseaux sociaux, d'une certaine sensibilité de la base communautaire qui n'est pas sur cette longueur d'onde. Mais si des terroristes sont peut-être cachés dans cette masse, beaucoup de cette masse-là sont des gens en situation de mort, avec des enfants. On ne peut pas les laisser là où ils sont. Alors, j'entends bien les difficultés, que, évidemment, ils devraient être contrôlés et que des mesures strictes devraient être faites afin aussi qu'ils soient intégrés et bien contrôlés. Mais on ne peut pas laisser des gens dans des situations de mort comme ils le sont là où ils vivent à l'heure actuelle, y compris des enfants. Parfait. Alors, Marc, on arrive à la dernière question avant notre pause, et on va parler de la progression inquiétante de l'extrême droite. Donc, dans ton livre figure un article publié dans le blog du CRIF le 28 mai 2015, où tu rappelais les résultats de plusieurs sondages effectués avant les attentats du mois de novembre. Je dois dire que ces résultats m'ont effrayé. Grande défiance vis-à-vis des partis politiques et des médias. Attente d'un homme providentiel. 15% des Français souhaitent que l'armée prenne le pouvoir. Pour le tiers de l'opinion, les Français musulmans ne sont pas des Français comme les autres. Et dans ton rapport remis donc en avril 2015 à la CNCDH, tu évoquais la force de la blogosphère d'extrême droite. Il y a 377 blogs recensés. Il y a des sites ultra-violents qui appellent carrément au meurtre des juifs comme des musulmans d'ailleurs. Il y a le succès incroyable d'un site islamophobe, F de souche, qui a 1,5 million de visites mensuelles. Est-ce que ça ne reflète pas quelque part un climat de pré-guerre civile ? De pré-guerre civile, non. En tout cas, je ne l'espère pas. Mais un climat mauvais, en tout cas, oui. Écoutez, que le Front National soit devenu le premier parti de France est inquiétant pour la démocratie, entre nous. Et que, puisque vous me parlez plus précisément de l'Internet, qu'il y ait autant de blogs et de sites d'extrême droite avec une si grande virulence et une si grande volonté d'en découdre et de désigner, selon eux, ce qu'ils pensent être les boucs émissaires et les responsables de nos crises identitaires, sociales et économiques, est extrêmement inquiétant pour la démocratie. Moi, je pense que les extrémistes doivent être combattus, quels qu'ils soient, y compris ceux d'extrême droite. J'entends des gens dire que ce n'est pas grave, que le danger, ce n'est plus l'extrême droite aujourd'hui. Ils sont aveugles. Le danger, c'est aussi l'extrême droite aujourd'hui. Tout à fait. Tu réponds un peu à la deuxième question que je voulais te poser, c'est-à-dire que la communauté juive, quelque part, est prise en tenaille entre les islamistes radicaux et l'extrême droite. Quelque part, chacun se nourrit de l'autre.
Plus on a cette peur donc des djihadistes qui passent à l'acte, qui massacrent, mais simplement de ce communautarisme intégriste aussi qui quelque part s'implante en France et nous fait peur. Mais d'un autre côté, plus cela favorise aussi la montée de l'extrême droite. C'est évident. Et en ce sens, nous devons être clairs. Il faut combattre la radicalité et l'extrémisme d'où qu'ils viennent. La radicalité et l'islamisme, l'extrémisme d'extrême droite comme d'extrême gauche, sans avoir de peur et de timidité par rapport au combat que nous devons mener contre l'extrémisme et la radicalité. Marc, j'ai compté 8 articles dans ce livre qui sont consacrés à la menace djihadiste, avec les sujets les plus divers. Le recrutement sur Internet, les liens entre délinquance et djihadisme, la propagande apocalyptique du Daesh, etc. Et c'est vrai qu'en France, avant les attentats de 2015, malgré le 11 septembre 2001, et puis à cause de nombreuses raisons comme la mauvaise conscience coloniale, l'hostilité populaire vis-à-vis des États-Unis, qui est très ancienne, le souci de ne pas froisser certains pays arabes amis, on n'avait pas vraiment nommé l'ennemi, entre guillemets. Et ça explique peut-être en partie cette indifférence à la haine et à la barbarie des djihadistes. Est-ce que, à ton avis, ça a quand même un peu changé par rapport à la majorité des Français? Ils ont peur de cette barbarie maintenant. C'est évident. Je dois dire que quand des attentats ont été perpétrés par Mohamed Merah en mars 2012, toute la France suivait en direct la course-poursuite engagée par la police contre Mohamed Merah, et toute la France avait su ce qu'il en avait été des attentats perpétrés, des crimes perpétrés par ce terroriste. Et la campagne électorale avait été arrêtée pendant quelques jours, ce qui est déjà un signe très fort. Une campagne présidentielle arrêtée pendant quelques jours, c'est très fort. Puis ensuite, le temps est passé. Il y a eu les attentats du mois de janvier, mais surtout les attentats du mois de novembre. Or, je crois que le choc a été si considérable, notamment après les attentats du mois de novembre, puisque quand même, entre les attentats du mois de janvier et les attentats du mois de novembre, il faut rappeler ici qu'il y a eu 148 victimes, 148 morts. Donc, bien évidemment, avec aussi le fait qu'un certain nombre de gens ont été assassinés ailleurs, à l'étranger, je pense, et en France. Je pense par exemple à ce chef d'entreprise qui a été décapité dans l'Isère, ou bien à monsieur Hervé Gourdel qui a été assassiné et décapité en Algérie. Non pas parce que forcément il se trouvait en Algérie, mais en tant que Français. Donc bien évidemment que nos concitoyens se rendent compte aujourd'hui que le terrorisme a la capacité de frapper en n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, qu'il veut semer la terreur. Il irait même jusqu'à frapper des écoles. Voilà. Parce que dans un des derniers numéros d'une des publications de Daesh figurent des menaces, pas seulement contre les Juifs, parce que le numéro porte sur les Juifs en tant que tel, malheureusement, mais également contre les enseignants et contre les écoles de la République. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont bien intégré cela, les gens sont inquiets, il y a eu un sentiment très fort d'inquiétude, de malaise, de tristesse à Paris. Nous sommes allés devant le Bataclan, nous avons vu ces gens se recueillir, cette force de recueillement, cette immense tristesse, voire cette douleur. Et malheureusement, il faut dire que les choses ne sont pas terminées en l'état. Il y est à craindre que d'autres attentats, malheureusement, puissent être commis sur le territoire français ou à l'étranger contre des intérêts français dans les mois qui suivront. Alors, il y a dans le livre 4 articles qui sont consacrés aux horreurs qu'on peut trouver sur Internet, dans les réseaux sociaux, dans les sites islamistes radicaux, sur certains blogs. Et mon impression, c'est que depuis le précédent livre sur le sujet, en 2012, sur la haine donc sur Internet, les choses ont empiré. Par exemple, on trouve, page 144 et suivante, le détail d'horreurs antisémites signalées sur Facebook et les réponses dilatoires reçues. En disant non, il n'y a rien de bien méchant, etc. On le laisse. J'ai moi-même souligné dans un article récent publié sur le Times of Israel cela, et en démontrant l'absence pratique de modération et surtout l'opacité des réponses qui sont données par ce réseau social. Or, les autorités de la République fédérale allemande
ont tapé du poing sur la table, elles ont critiqué Facebook pour la non-modération des messages haineux, et cette société a été contrainte d'engager un vrai budget pour accomplir le travail qu'elle n'avait pas voulu faire. Peut-on espérer qu'ici en France, l'État s'engage pareillement ? D'abord, je connais votre vigilance à cet égard, parce que je sais que vous regardez cela de près, vous n'êtes pas le seul bien sûr, mais je sais que vous êtes préoccupé, Jean, par cette problématique. Et vous avez raison de l'être, je le suis également. Pour répondre à votre question, si vous me permettez de développer un tout petit peu, je rappellerai qu'au mois de janvier 2016, l'œil du 20h, dans le journal télévisé de France 2, avait proposé un petit reportage de 3 minutes. Alors que voyait-on ? On voyait 2 journalistes ouvrir de faux comptes sur Facebook, un avec rempli de photographies de nus artistiques qui au bout de 15 jours ont été enlevés automatiquement par Facebook, et un autre faux compte avec des photographies extrêmement choquantes et terribles de Daesh. Or, ce compte-là, toutes les images terribles n'ont pas été enlevées, certaines n'ont pas voulu être enlevées par les équipes de modération de Facebook, et les journalistes ont reçu le message habituel que vous recevez vous-même lorsque vous signalez des choses. Or, il y avait comme image un soldat qui s'immole par le feu, des actes de décapitation et ainsi de suite. D'ailleurs, cela a été révélé dans un dialogue que nous avons eu avec les partenaires sociaux au CRIF, hier, autour d'une quarantaine de personnalités très importantes, des gens de ministères et autres, une rencontre de très haut niveau que nous avons organisée. Et j'avais vu que les gens de Facebook étaient très embarrassés. Il faut espérer qu'ils entendront nos messages. Il faut espérer qu'ils donneront un peu plus de poids à la modération. Il faut espérer aussi, pour répondre à votre question, que l'État saura être beaucoup plus exigeant qu'il ne l'est nous-mêmes. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous resterons des partenaires exigeants. L'exigence doit être un fondement de notre éthique. Alors, sur l'antisémitisme, le dernier article donc, du livre donne en miroir 2 chiffres qui inspirent une vraie amertume. D'un côté, le nombre d'agressions antisémites. Alors, il y en a eu 851 en 2014. En 2015, c'était un petit peu moins, autour de 800. Il est énorme relatif à la population concernée. C'est 1% des Français qui subissent environ la moitié des agressions. Mais d'un autre côté, moins de 10% de nos compatriotes pensent que les Juifs sont les principales victimes du racisme. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est de l'indifférence à la haine en général ? Est-ce que c'est une mauvaise information ? Les gens ne le savent pas ? Ou alors est-ce que c'est la conséquence du conflit interminable avec les Palestiniens, un conflit dans lequel l'image d'Israël est détestable ? Et ça explique peut-être aussi la faiblesse des réactions après les manifestations violentes pendant la guerre de Gaza en 2014, dont parle aussi le livre. Alors, ce sont des phénomènes complexes. Si l'on parle des actes, d'abord, il y a eu un point de bascule. Les choses étaient totalement normales en 1998-99 et jusqu'au 1er octobre 2000. Puis à partir du 1er octobre 2000, seconde intifada, répercussion de la seconde intifada et importation de la seconde intifada en Europe, les choses ont brusquement changé. Du 1er octobre au 15 octobre 2000, 75 agressions antisémites ont lieu, c'est-à-dire presque autant qu'en 1998 et en 1999, telles qu'elles avaient été comptabilisées à l'époque. Puis du 1er octobre à cette année, plus de 8000 actes antisémites ont été perpétrés. 851 en 2014, soit 51% des violences racistes, alors que la population juive en France est de moins de 1%. Et 808 actes antisémites ont été comptabilisés en 2015, soit 40%. Bien, maintenant les gens sont probablement plus au courant qu'auparavant, pour répondre à votre question, que la violence antisémite est présente et est prenante. Beaucoup plus que dans les années 2000, 2001, 2002 et 2003. Beaucoup plus qu'auparavant. Bien, mais les gens n'intègrent pas forcément tout, parce qu'ils ont aussi un tout à penser, que l'actualité est ainsi faite qu'ils doivent gérer dans leur tête toutes sortes de flots d'actualité. Et nous avons toujours de toute manière affaire à des phénomènes extrêmement complexes. Alors, une dernière question, et c'est vrai que le temps file toujours. J'aimerais
qu'on aborde quand même le sujet du complotisme, parce qu'il n'est pas vraiment développé dans ce livre. Alors on en a parlé dans les médias après les théories du complot qui ont envahi Internet après l'attentat contre Charlie Hebdo. Il y a des choses quand même dont on est tout à fait sûr. Le fait que les sites qui les diffusent sont tous des antisionistes radicaux, souvent sournoisement antisémites. Mais il y a une autre dimension inquiétante. Lorsqu'on dit que entre 15 à 20% des jeunes, et probablement plus chez ceux d'origine musulmane, donc pensent que tous les attentats terroristes sont des manipulations de nos services secrets ou du Mossad. Est-ce que ça n'explique pas aussi et leur indifférence à la haine et quelque part une sorte de désagrégation du tissu social ? Cela explique plusieurs choses. Premièrement, qu'ils ont été intoxiqués par leur lecture. Internet est aussi, une sorte de poubelle où l'on trouve toutes sortes de choses totalement nauséabondes. Des thèses complotistes, des propos délirants, des injures, des agressions, du négationnisme, et toutes sortes de mots figurent sur l'Internet. Alors évidemment, les gamins, si on peut les appeler comme ça, quelquefois ont tendance à ne regarder que ce genre de site. Et forcément, ils sont intoxiqués par cette propagande. Il y a aussi un phénomène de sous-culture, c'est-à-dire des gamins sont devant un outil qui s'appelle l'Internet sans grille de lecture. Sous-culture parce qu'ils n'ont pas le réflexe et la culture suffisante pour comprendre des phénomènes complexes et les analyser. Mais aussi parce que de l'autre côté, les complotistes travaillent leurs textes et essayent par tous les moyens d'être présents. Ce qui fait qu'on arrive à ce genre d'extrémité. Le meilleur moyen de lutter contre cela, c'est l'éducation. Je rappelle à cet égard que cette semaine, lundi, le ministère de l'Éducation nationale a ouvert un premier colloque, une première journée d'études avec des enseignants, des proviseurs sur le complotisme afin d'essayer de les former. C'est la première fois que ce genre d'initiative est lancée, ce qui peut nous donner à espérer quant à la possibilité d'apprendre et de déconstruire les stéréotypes. Eh bien, merci Marc Knobel. Alors, je rappelle une dernière fois le nom donc, de l'ouvrage dont on a parlé, que j'invite bien sûr nos auditeurs à acheter. L'indifférence à la haine, racisme et antisémitisme, édition Berck International, éditeur avec le soutien du CRIF. Avec le soutien du CRIF, voilà. Et donc rédigé par Marc Knobel, directeur des études au CRIF. Merci de nous avoir suivis, amis auditeurs, et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.